Radio Vie Meilleure vous propose une émission Info Pro. Bonjour à tous, nous vous proposons, chers auditeurs, notre émission Info Pro, avec aujourd'hui l'accent sur la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Avec nous pour en parler, nos invités, Marie-Laure Stralka, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, nous allons parler de ce thème du jour. Comment parler de la maladie d'Alzheimer aux enfants? Alors, j'informe à tous que nous avons avec nous une professionnelle dans le domaine on va dire, de la psychologie. Marie-Laure Stralka est psychologue clinicienne et avec elle, nous allons donc traiter de ce sujet d'une grande importance, comment parler de la maladie d'Alzheimer. Elle n'est pas seule. Nous avons avec nous également Francis Bernard. Bonjour. Bonjour. Francis Bernard est animatrice en gérontologie et avec elle, nous pourrons aussi apporter un plus pour tout ce qui touche à l'animation en lien avec la maladie d'Alzheimer et bien sûr avec les enfants. Alors, pour lancer notre thème, comment parler de la maladie d'Alzheimer aux enfants, nous allons vous poser, Marie-Laure Stralka, cette première question. Est-il important de parler de la maladie d'Alzheimer aux enfants? Ne faut-il pas les protéger quelque part? Voilà donc cette première question. Donc, je reprends cette question. Est-il important de parler de la maladie d'Alzheimer aux enfants? Ne faut-il pas les protéger et éviter d'en parler? Bien, merci beaucoup. En discutant avec Francis, elle me rappelait, à juste titre, qu'il y a une augmentation de la population vieillissante, notamment en Guadeloupe, avec 6 000 personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs, 300 à 500 nouveaux cas par jour. Et ces personnes sont issues de familles. Dans ces familles, il y a des enfants qui sont alors témoins des impacts de la maladie, qui sont témoins de ce qu'elle provoque chez leurs grands-parents ou chez leurs proches. Donc, ma réponse serait oui. Il est important de parler de la maladie d'Alzheimer aux enfants. L'enfant, il observe, il ressent, il sait quand quelque chose est différent, quand quelque chose ne va pas. Et finalement, il a besoin qu'il y ait des mots qui soient posés pour que cela prenne sens, pour que ce qu'il voit soit compréhensible, intégré et donc moins étrange, avec du coup forcément des effets moins traumatiques. Les adultes, ils sont là pour aider les enfants à devenir aussi eux-mêmes des adultes un jour, des adultes du coup qui seront capables de comprendre le monde qui l'entoure, de connaître leur réalité. Et donc, en parler à un enfant permet du coup de lui transmettre des outils qui vont lui permettre du coup de s'adapter à cette réalité. Quand on va répondre au questionnement d'un enfant, on va en fait finalement plus le protéger qu'en lui répondant pas. Donc parfois, en évitant de parler de certains sujets avec les enfants, on pense les protéger, mais en réalité, on peut parfois les fragiliser dans leur capacité du coup à supporter une situation, à comprendre une situation, à s'y adapter. Et si on ne parle pas d'une situation aussi parfois douloureuse que ce que les effets de la maladie d'Alzheimer peuvent engranger, on peut avoir, on va dire, favoriser une anxiété, une négation de la réalité. Chaque fois, chez qui on ne parle pas de ce qu'on voit, donc voilà. Ou bien par la suite, même des difficultés à résoudre des problèmes. Donc, expliquer la maladie et expliquer ce que l'enfant ressent et voit permet du coup de savoir, de connaître, d'appréhender aussi du coup cette réalité, donc de limiter l'anxiété ou un état de sidération quand on est issu de fait accompli face à Papi ou à Mamie Penkis ou qui dit qui je suis. Donc voilà, ça permet du coup de comprendre, d'intégrer cela à sa réalité et aussi du coup à ses schémas de connaissances qui lui serviront par la suite. Alors justement, comment leur expliquer la maladie, les symptômes, son évolution? Avec quel langage faut-il sensibiliser les enfants à ce sujet? Bien, mettez des mots simples. Les enfants n'ont pas la même maturité, ni intellectuelle, ni émotionnelle que nous. Donc, des mots simples avec des images, si possible, des vidéos YouTube. Francis nous en parlera d'ailleurs. Des exemples qui font sens avec leur réalité. Et puis, les faire participer activement à l'échange. Donc, qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as compris? Et leur apporter des réponses simples. Prendre le temps, du coup, de leur expliquer ce qu'ils ont pu observer, demander ce qu'ils ont perçu, ce qu'ils ont cru comprendre et parfois ce qu'ils ont très bien compris. Donc, mettre des mots simples, expliquer la solution
aussi, les solutions qui sont possibles pour diminuer l'angoisse. Et parfois, quand les solutions sont impossibles, être honnête sur le sentiment, sur la réalité qu'il y a derrière. L'idée, c'est de les protéger dans les mots que vous utilisez, mais aussi dans les situations auxquelles ils vont assister. Voilà. Par exemple, pour expliquer la maladie aux enfants, on peut leur montrer, pour commencer, des images ou des vidéos du cerveau. Expliquer du coup que la maladie d'Alzheimer, on peut faire des liens avec d'autres maladies qu'ils connaissent. De la même manière qu'on peut avoir un problème au poumon, aux jambes ou aux bras ou autre, la maladie d'Alzheimer touche le cerveau. Donc il y a des jolies vidéos YouTube qui l'expliquent. Regardez ces vidéos avec vos enfants, on ne laisse pas un enfant seul devant un écran. Mais déjà, lui dire que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative. Oui, on peut utiliser le mot parce que l'enfant, ça enrichit son vocabulaire et ça fera sens quand il grandira. Donc, on peut lui dire, par exemple, que c'est une maladie où les neurones s'éteignent. Voilà, c'est une maladie où le cerveau se fatigue, qui disent que les neurones s'éteignent et du coup qu'elles ne s'activent plus dans certaines zones du cerveau qui permettent de parler, de réfléchir, de se lever de sa chaise, de se calmer, de dormir, de tenir un stylo et faire le lien avec du coup ce qu'il a pu observer chez son grand-parent ou chez son proche, en disant, tu vois, papy maintenant il a du mal à signer, ou bien mamie elle rigole plus trop, ou elle a du mal à se lever. Peut-être qu'il y a les zones de son cerveau qui gèrent ça, et les neurones, et s'éteignent petit à petit. Rappelez quand même qu'il y a d'autres neurones qui sont encore au boulot, d'accord? C'est pas complètement fini, c'est pas complètement mort, il y a de l'activité dans ce cerveau, c'est juste que c'est un peu plus, c'est réparti différemment. Donc, faire la liste aussi avec l'enfant, tu vois aussi ce que papy et mamie ou ce que notre proche peut encore faire. Rassurer du coup l'enfant. Faire le lien, lui dire, tu te rappelles comment il était avant, tu vois comment il est maintenant. C'est la maladie. Donc faire toujours le lien aussi avec le lien qu'il y a avec ce proche. Et par rapport à l'évolution, rassurer sur le fait que ça peut aller très lentement. Donc pendant longtemps, papy va juste avoir du mal à parler. Et puis des fois, c'est une maladie qui peut aller très vite. Mais surtout, rappelez que ce n'est pas contagieux. C'est pas comme la grippe ou la gastro, d'accord? Tu peux très bien faire un bisou à papy, mamie ou à tonton ou à tati. T'inquiète pas, c'est comme si tes poumons se fatiguent, ta jambe se fatigue, tes mains se fatiguent. Là, c'est leur cerveau qui se fatigue un peu, qui s'épuise. Et surtout, que c'est pas parce qu'on devient vieux qu'on attrape, en tout cas qu'on développe, la maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est un peu, leur dire ça. Donc, c'est une maladie qui se crée à l'intérieur du corps. Malheureusement, on ne sait pas encore comment. Voilà les différents symptômes. En réalité, tous les symptômes sont différents, l'évolution aussi est différente. Et ce n'est pas toutes les personnes âgées qui l'ont. Et ce n'est pas contagieux. Pour moi, ce temps de discussion est très important parce que la force d'une famille qui est face au handicap d'un proche, c'est de connaître ce handicap, de connaître cette maladie, de connaître ses symptômes, son évolution, le parcours de soins. Et si un enfant est capable de dire, voilà, mon papy, ma mamie, là, ça, voilà comment ça évolue pour lui, voilà ce qu'on fait pour lui, franchement, je peux vous dire que l'angoisse, elle descend de moins 3 quarts. Voilà. Voilà. Alors, y a-t-il un moment propice pour en parler? Comment sentir que cela est possible de discuter avec l'enfant de la maladie d'Alzheimer qui concerne papy ou mamie? Il y aurait plusieurs moments. Déjà, dès les premiers symptômes, pourquoi ne pas discuter ensemble des changements qu'on observe, un langage qui est confus, des oublis, des difficultés à s'orienter dans la maison, aussi une petite agressivité. Dire ce qu'on observe, voilà, discuter ensemble des ressentis qu'on éprouve. Et puis, sans même que qu'un diagnostic soit posé, mais déjà, quand il y a quelque chose qui est perceptible, en parler. On n'est pas dans la dénégation, on dit ce qu'on voit, on dit ce qu'on ressent. Et puis, après l'annonce du diagnostic, quand vous-même, en tant qu'adulte, vous avez digéré l'information et que vous vous en sentez capable, pourquoi, du coup, ne pas prendre le temps avec l'enfant? Et si ce n'est pas possible, demander par exemple à un autre adulte de discuter avec l'enfant pour poser les mots. Quand vous en parlez en famille, ça rend le moment plus facile. Voilà. Et n'hésitez pas à répondre à toutes les questions de l'enfant. Le bon moment peut être aussi, si vous ne l'avez pas fait avant, à la suite d'une crise ou d'une fugue dont l'enfant a eu connaissance ou auquel il a assisté, ces situations sont déjà difficiles pour un adulte. Donc, imaginez pour un enfant qui est par nature plus vulnérable et moins mature sur le plan émotionnel. Donc, ça peut être le bon moment aussi pour en discuter. Et puis, j'ai envie de vous dire, le meilleur des moments, c'est quand l'enfant vous pose des questions. Voilà, s'il vous pose la question, répondez. Voilà.
Alors, Est-ce que je peux me permettre oui, de bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'elle vient de dire quelque chose qui m'interpelle. Justement, est-ce qu'il faut profiter du questionnement de l'enfant pour profiter, pour répondre justement à ces questions, à ces inquiétudes? Parce que des fois, ça peut être des inquiétudes. Hein. Pourquoi papy me demande toujours les mêmes choses? Pourquoi il a oublié mon nom? Pourquoi grand-père s'énerve, etc. Est-ce qu'il faut profiter de ces questionnements, de ces questions qui dénotent des inquiétudes pour profiter pour lui répondre? J'aurais dit oui, hein. J'aurais dit oui, surtout, alors le plus important, c'est que vous, en tant qu'adulte, face à ces questionnements, vous soyez disponible psychologiquement, émotionnellement pour y répondre tout de suite aussi. Si ce n'est pas le cas, rien n'empêche de dire à l'enfant, tu as raison, bien noté, bien vu, je te propose qu'on en parle à tel moment ou tout à l'heure, etc. S'il le faut, différer ce moment ou proposer à un adulte de se rejoindre à la discussion si vous ne vous en sentez pas capable, ou même aller voir un médecin pour qu'un médecin explique à l'enfant. Par exemple, si vous n'avez pas les mots ou la capacité. Maintenant, oui, le cerveau est de nature curieux, c'est une éponge, et c'est vrai que le moment où le cerveau est dans le questionnement, qui a cette place vide, que les neurones sont en attente d'une connexion, c'est le bon moment justement pour transmettre l'information à l'enfant, parce qu'elle s'intégrera plus vite que si vous cueillez l'enfant comme ça à un moment où il n'est pas du tout intéressé par le sujet, il va moins intégrer les choses parce qu'elles prendront moins de sens pour lui. Voilà. Ok, donc d'autres questions. Donc je rappelle que nous sommes toujours dans le cadre de cette journée, cette journée mondiale de lutte, le 21 septembre, de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Et l'accent aujourd'hui est de penser aux enfants, de voir comment ces enfants peuvent aussi intégrer tout cela, comment leur parler de cette maladie d'Alzheimer. Ça, c'est très important puisque souvent les enfants souffrent d'un manque d'information alors qu'ils auraient pu tout simplement être informés de ces choses. Ils peuvent comprendre, c'est ce que nous sommes en train de découvrir. Il y a des moments qui peuvent être choisis pour cela. Et j'ai encore une autre question justement à ce propos. Comment favoriser une communication efficace entre l'enfant et son proche atteint de la maladie d'Alzheimer? Eh bien, moi, j'aime à dire que parfois la douleur enrichit la connaissance et l'expérience de la vie. Parce que ça peut être une occasion de sensibiliser l'enfant à l'adaptation face à la différence. Donc, rappeler à l'enfant, par exemple, de parler calmement et tranquillement, d'être patient, d'être empathique, tolérant, si papy ou mamie semble bizarre, d'être spontané en discutant simplement avec lui, donc raconter sa journée, montrer des photos, danser, chanter, raconter des blagues, mais sans l'envahir ou le fatiguer. Parce que on apprend à respecter aussi les limites de l'autre. Voilà. Lui apprendre la douceur, l'empathie face au handicap, en restant le plus naturel possible dans la relation, mais on fait attention à lui. Et puis, dans cette communication efficace, garder le grand-parent à sa place de grand-parent, en se disant qu'il y a aussi une transmission qui peut être possible. La mémoire historique, quand elle est préservée dans la maladie d'Alzheimer, plus la mémoire affective, où il y a le lien au petit enfant qui est encore préservé, il y a des discussions qui sont possibles. Donc, dans le présent, même si la mémoire est limitée, le proche peut discuter avec l'enfant de souvenirs passés, l'enfant peut poser des questions, il peut y avoir des conseils moraux qui sont partagés ou un savoir. Donc l'idée, c'est de favoriser donc une communication qui va être adaptée à la réalité du proche qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, adaptée à cette réalité évolutive, mais aussi aux capacités de l'enfant. D'accord ? On n'envoie pas non plus un enfant au charbon comme ça, parler avec quelqu'un qui a un handicap, échanger des liens, mais ça dépend donc de la personnalité de l'enfant, de sa sensibilité et de son âge. Alors, autre question. Les réactions devrait-on éviter en tant que parent en présence de son enfant et de son prochain? Nous avons souvent des réactions, voire même des paroles. Ça peut arriver. Après, on n'est pas parfait, on ne se culpabilise pas, mais on essaye autant que faire se peut, par exemple, de ne pas crier ou de ne pas s'irriter envers le proche, de toute façon, ou même devant l'enfant. Si cela arrive, on explique à l'enfant qu'on est fatigué face aux symptômes de papy et de mamie, qu'on n'est pas fâché contre papy et mamie, c'est qu'on est fatigué, tout simplement, et qu'on va d'ailleurs prendre une pause
et demander à être layé. Donc, on verbalise. On évite d'isoler le proche ou d'isoler l'enfant. L'enfant va être sensible d'ailleurs à son visage. On évite d'ignorer le proche devant l'enfant, de ne pas du tout s'adresser à lui, parce que là encore, l'enfant, il apprend beaucoup plus en observant que de ce qu'on lui dit. Donc, si finalement, en présence du proche, vous l'ignorez, vous le rabrouez ou autre, ou vous ne répondez pas à ses questions, l'enfant va percevoir aussi la différence entre ce que vous lui avez appris en le sensibilisant et ce que vous-même vous faites. On évite aussi donc de laisser l'enfant seul face à ses angoisses ou ses questionnements, s'il a observé une situation particulière. Et, c'est ce que je disais tout à l'heure, on évite, si possible, d'exposer l'enfant à l'agressivité du proche, ou bien on évite de laisser un enfant se moquer du proche, voilà, ou crier sur un proche qui est lui aussi vulnérable. Si tu me permets, Jessie, Oui, allez-y. en parlant de réactions que le parent pourrait avoir face aux enfants par rapport aux grands-parents, mais quand l'enfant vient lui poser une question concernant, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, est-ce que c'est pertinent? Enfin, visiblement non, puisque tu as en partie répondu, mais non, il n'y a rien, c'est pas grave. Tu vois des réactions comme ça, ou bien mon père n'est pas lui-même, il n'a plus sa tête, ou bien laisse-nous tranquille avec mamie, et en fait, ne pas lui apporter de raison. C'est vieux, c'est la vieillesse. C'est ça. C'est dommage parce que justement, c'est banalisé en fait réel. Et on peut observer qu'il y a beaucoup d'adultes aujourd'hui qui parfois banalisent un fait réel, un fait grave. Non pas qu'il faut dramatiser, mais il faut être dans la réalité. Donc, on ne rend pas service à un enfant en dénéguant comme ça, en dans une dénégation, une banalisation. Ça n'aide pas l'enfant du coup, à être au fait de ce que la vie peut apporter comme potentialité, comme expérience, et de comment on y répond. Ça fait partie de la vie, comment on y répond. Alors justement, comment rassurer l'enfant face aux symptômes et aux changements rationnels induits par la maladie? Comment rassurer l'enfant? Alors, le maître mot, du coup, c'est verbaliser, aider l'enfant à prendre du recul, réfléchir à ce qu'il pense de la situation, ce qu'il a ressenti face aux symptômes, face à la situation qui va être surprenante ou douloureuse pour lui, et puis identifier la cause, le déclencheur, pour déculpabiliser l'enfant. Les enfants sont ils se sentent très rapidement coupables de ce qui arrive dans leur environnement. Donc, pour le rassurer, déjà, c'est rappeler que c'est la vie. À ton avis, tu as vu comment ça s'est déclenché, etc. Bon, voilà la solution, voilà ce qu'il faudra qu'on évite de faire. On apprend aussi à connaître papy, mamie, on apprend à connaître cette nouvelle relation. Rappeler du coup les effets de la maladie, l'évolution, faire le parallèle toujours avec comment le proche était avant, ce qui permet de rassurer l'enfant sur le fait que c'est pas papy et mamie qui ne l'aiment pas, ça vient pas du fond de son cœur. Dans le fond de son cœur, l'amour est préservé, la politesse est préservée, le calme est préservé. Mais c'est la maladie qui s'agite comme ça et qui nous fait penser que c'est le plus proche. Mais du coup, de la même manière, si le proche, au contraire, est mutique, qu'il oublie l'enfant, dire aussi que c'est l'évolution de la maladie, se rappeler les bons souvenirs, la qualité relationnelle d'avant. Et j'ai presque envie de dire, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des qualités qu'il va garder par la suite, de ne pas tout prendre personnellement. Ça, c'est des qualités qu'on peut avoir même hors contexte de la maladie d'Alzheimer. Quand quelqu'un s'adresse à vous, il ne faut pas toujours tout prendre personnellement, il faut voir le contexte, la cause et ce qui se passe autour de cette personne, parce que ça ne vient pas forcément du fond de son cœur. Donc, rassurer comme ça l'enfant sur la réalité externe et la réalité en fait de ce qu'il y a au fond du cœur, ça permet de le rassurer aussi en quelque sorte. Alors justement, certaines personnes, malgré tout, sont affectées par cette situation, la situation de maladie d'Alzheimer qui touche un parent, un proche. Alors, la question par rapport à justement ce que vous venez de dire, c'est comment dédramatiser quand on est soi-même très affecté par la situation et qu'on a du mal à digérer la situation. Comment faire? Complètement. Bien, effectivement, on n'est pas immunisé face au stress et à la fatigue. C'est ce que je propose, effectivement, ils sont à apprendre et adapter à sa propre réalité. L'idée, ce serait de se rassurer aussi soi-même, comme on le fait avec un enfant, soi-même prendre le temps de se parler, de se rappeler des effets que la maladie a eu, de ce qu'elle a changé, donc se rappeler ce qu'il y avait avant, ce qui est maintenant, s'appuyer sur les professionnels, parler de l'évolution de la maladie aux médecins, parce qu'il y a peut-être en fait un traitement à modifier ou un dispositif à rajouter dans la prise en charge, etc.
Discuter donc aussi avec des personnes qui vivent aussi cette situation. Hein, on ne va pas discuter avec l'enfant et on ne va pas ne pas discuter tout court. L'idée, c'est de ne pas s'isoler, d'en parler avec des personnes qui vivent cela aussi, ou des personnes qui ne le vivent pas, mais qui vous aiment assez, et je précise sur le mot amour, aimer, en parler avec des personnes qui vous aiment assez pour vous écouter, pour vous rassurer, comme vous pouvez le faire avec l'enfant. Demandez aussi, si possible, un relais auprès de proches ou de professionnels. Donc, en clair, prendre soin de vous pour être disponible pour vous, pour votre proche et pour votre enfant. Mais prendre vraiment soin de vous. Donc, dans le moment T, toujours de manière diffuse, mais dans le moment T, rien n'empêche en fait de s'isoler, de respirer, de prendre un temps pour soi, de verbaliser à l'enfant que là, on a un coup de mou. Voilà. Et qu'on en parlera après parce que ça fait partie de la vie. Alors, pour certaines personnes, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Alors, comment concilier les choses, c'est-à-dire conserver les liens intrafamiliaux et en même temps favoriser le lien de l'enfant à son proche concerné par la maladie d'Alzheimer. Comment concilier tout ça? Alors, je trouve que ce point, il résume un peu tout et il est très, très, très important, selon moi. La maladie d'Alzheimer, elle fait partie donc, des potentialités de la vie. Elle peut être vécue dans la famille comme un drame, hein, et puis dans d'autres familles, elle peut être vécue comme une maladie de vieillesse sans autant de perte. La cellule familiale, en tout cas, elle demeure. Et elle demeure avec ses lois hiérarchiques. C'est très important parce qu'il y a ces lois hiérarchiques, ses biens, son histoire. Et c'est précieux de prendre soin de cet équilibre parce que c'est ce qui nous reste en réalité par moment. Permettre donc, par exemple, aux grands-parents, même atteints de la maladie d'Alzheimer, de conserver cette place hiérarchique. Le lien, il peut être entretenu de manière différente, mais toujours dans le respect de cette conception. Donc, évidemment qu'il y a des soins qu'on va faire comme auprès d'un enfant, mais ce n'est pas un enfant. Et la maladie, elle ne déchoit pas, elle ne déchoit personne d'ailleurs de sa place. Personne. Et c'est précieux pour la construction psychologique d'un enfant de conserver ces représentations-là. Donc, la maladie d'Alzheimer va abîmer les biens, elle va les modifier, mais elle ne va pas les détruire. Donc, la place et le respect donc, des biens hiérarchiques vont structurer, rassurer l'enfant qui est en train de chercher sa place dans sa famille et qui est aussi en train de chercher sa place dans le monde. Donc, l'idée, c'est qu'il ait besoin d'un cadre, de repères qui bougent effectivement avec les aléas de la vie, mais qui cadrent quand même. Donc, en grandissant, l'idée de conserver quand même ce respect de la structure familiale, ça peut éviter, en grandissant, de développer anxiété, angoisse de perte de gain, des illusions permanentes, avec tout le temps cette crainte que si la vie n'est pas lisse, n'est pas immuable, et ben on perd tout. Tout s'effondre, tout s'écroule, un décès, un accident, une maladie, une difficulté relationnelle, tout s'effondre, on perd tout. Non, une partie est abîmée, mais la place et le respect de l'autre demeure. Et donc, on doit apprendre à le conserver. On réorganise la cellule familiale, on réorganise la manière de communiquer, on garde l'autre à sa place, on modifie autour, mais je ne sais pas comment expliquer, le proche ne devient pas un enfant ou un membre extérieur de la famille. C'est toujours grand-père, c'est toujours grand-mère. Donc, l'idée, et ça, Francis va pouvoir le partager avec nous, c'est donc de trouver de nouveaux canaux de communication et de partage. Merci beaucoup Marie-Laure Stralka. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne. Merci pour ces précieuses informations et cette intervention vraiment pertinente et de qualité. On va justement enchaîner avec, comme vous le disiez il y a un instant, notre autre intervenante, à savoir Francis Bernard, avec qui nous allons mettre l'accent plus sur la partie ludique, cette partie qui va justement permettre à l'enfant de rester proche de son parent atteint de la maladie d'Alzheimer. Alors la question qui va vraiment au niveau de la transition très très bien, c'est celle-ci. Comment partager des moments agréables ensemble? Comment partager des moments agréables ensemble? Voilà, eh bien, je suis très contente de la question. Comment partager ces moments ensemble? Parce que c'est possible de continuer à avoir ces échanges entre les grands-parents et les enfants, entre les parents et les grands-parents et ensemble avec toute la famille. C'est pour ça que j'aime bien ensemble. Comment partager ensemble?
Alors, je travaille avec l'association, ou pour l'association dont je suis la directrice également, On parle au grand monde. Et ma mission est d'accompagner les aînés avec un nouveau regard, avec leurs aidants. Je vais rajouter ça parce que c'est important, avec leurs aidants, à vivre sereinement face aux défis du quotidien et à vivre bien. Et quand c'est vrai qu'on parle de cette maladie, on a des images qui nous viennent à l'esprit, des mots, et qui conditionnent aussi nos gestes, nos paroles et nos actions. Alors, quand on parle de cette maladie, on parle de perte, on parle de désorientation, on parle de troubles du comportement, donc agressivité, comme Marie-Laure en a parlé, d'apathie aussi, parfois, et souvent. Et malheureusement, on ne s'y attarde pas beaucoup parce que, voilà, on a le sentiment, pardon, entre guillemets, que la personne ne nous embête pas trop. Alors, je dis ça entre guillemets, mais elle rentre dans une forme d'apathie, dans la dépression, et ça, c'est pas bon du tout pour elle, ça l'impacte beaucoup. Alors, avant donc de répondre directement à la question comment partager ensemble des moments agréables, il me tient à cœur vraiment de vous parler de ce regard avec un nouveau regard dont je vous parlais tout à l'heure, parce que ça nous positionne autrement face à ce tableau qui est assez sombre lorsqu'on parle de cette maladie. Et je parle donc de la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées que le professeur Cameron Camp, qui est un neuropsychologue américain, a développé et qui est maintenant, depuis plusieurs années, prouvé qu'elle fonctionne. Alors, quelle est donc la relation entre la méthode Montessori et la maladie d'Alzheimer? C'est dans la perception des choses que la pédagogie se montre différente. L'approche de la personne dans sa globalité et donc dans la manière dont cette personne va ou, je dis même, doit être accompagnée. Par exemple, quand on parle de quelqu'un qui a des troubles, quelqu'un qui est agité, par exemple, eh bien, on associe directement son agressivité, ce trouble, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, ce trouble du comportement, directement lié à la maladie. Quelqu'un qui n'est pas atteint de cette maladie, on va dire qu'elle s'énerve, par exemple. Alors que la perception que M. Cameron Camp nous a permis, en tout cas, de découvrir face à cette maladie, nous permet de considérer la personne comme une personne à part entière, avec tout simplement, et c'est là que ça fait toute la différence, avec un handicap. Un handicap. Alors, par exemple, quelqu'un, alors vous, moi, je porte des lunettes, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en portent aussi, avec ce handicap, puisqu'effectivement c'en est un, va voir un spécialiste pour lui dire, voilà, j'ai des troubles visuels, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Et on lui répond, ben non, on ne peut rien faire pour vous. Cette même personne revient et on lui dit, oui, nous avons une paire de lunettes qui va vous permettre de compenser vos difficultés pour continuer à vivre normalement. Ça offre d'autres perspectives. C'est exactement la même chose pour cette... on n'utilise pas le terme maladie, mais on va dire pour cette maladie d'Alzheimer, pour ce handicap. Pourquoi on dit handicap? Parce qu'il y a moyen de faire autrement, d'accompagner autrement, donc vraiment de changer notre regard sur cette maladie pour vraiment un autre accompagnement auprès de ces personnes. Ce sont des perspectives qui nous permettent vraiment d'envisager d'autres types de réponses à apporter à ces personnes que de les stigmatiser de manière systématique.
Alors, comment partager des moments agréables ensemble? Je pense que les enfants démontrent une intuition qui est assez inattendue d'ailleurs et qui nous étonne des fois. Alors, par exemple, et ça c'est une expérience vécue, vous allez à la, et c'est une activité qu'on peut mettre en place par ailleurs, vous allez à la rivière et vous prenez un panier et vous mettez des pierres de rivière, vous savez, des petites pierres grises. Si vous prenez un pinceau et que vous mouillez ce pinceau et que vous passez sur les pierres, la pierre change de couleur. Vous pouvez donc prendre de la peinture, de la gouache ou bien voilà, une peinture qui ne tache pas, de l'acrylique par exemple. Eh bien, vous donnez à un grand-parent ce panier et il a autour de lui son petit-enfant ou ses petits-enfants et vous leur donnez à tous un pinceau. Vous allez remarquer que le grand-parent va prendre son pinceau, il va commencer donc à passer sa couleur sur la pierre, sur une des pierres. Et l'enfant également va aussi passer son pinceau. Lorsque l'enfant va remarquer, c'est pour ça que je dis que franchement, les enfants nous étonnent, lorsque l'enfant va remarquer que le grand-parent a presque terminé avec sa pierre de passer la couleur ou de passer de l'eau, il va instinctivement et systématiquement prendre une autre pierre et la donner à l'adulte, aux grands-parents, pour qu'il continue. Et lui, voilà. Et de manière très naturelle. Voilà où je veux en venir avec ces principes que nous adoptons dans nos activités, que nous appliquons, on va dire, dans nos activités avec les personnes âgées, parce que ce sont des principes qui sont faciles, vraiment, qui sont faciles à appliquer et qui nous permettent donc de voir en la personne âgée, non pas une personne qui est malade avec beaucoup de déficits voilà, par rapport à cette maladie, mais quelqu'un qui a beaucoup de capacités préservées et qui est encore capable de faire beaucoup de choses. Maria Montessori disait que le plus grand découragement était de considérer que quelqu'un n'était plus capable de faire. Alors que faire, c'est vivre, c'est continuer de vivre. Il faut simplement donc s'adapter aux déficits, comme les lunettes. On vous donne des lunettes adaptées à votre vue. Il faut donc s'adapter. Donc, parmi les principes, avant de continuer avec les activités que l'on pourrait mettre en place avec ces personnes, parmi les principes, il y a parler moins, montrer plus. Ça peut aider. Quelqu'un à qui on avait donné qui participe à la préparation d'une soupe, qui était non seulement atteinte de la maladie, mais qui en plus avait fait un AVC, qui avait toute la partie droite, voilà, morte, un petit peu handicapée. On lui a piqué des clous sur sa planche de travail, sa planche à découper, et son rôle était d'éplucher les carottes. Elle mettait donc les carottes sur les clous, donc on appuyait un petit peu, et avec la main gauche, parce que c'est aussi un des principes de cette méthode, de répéter chaque fois, puisque je pense que, Jessie, si tu veux bien nous inviter de nouveau, nous pourrons en parler un peu plus longuement, mais la répétition des choses fait que, et Dieu a bien fait les choses, que les personnes atteintes de troubles cognitifs sont encore capables d'apprendre, mais on n'est pas formé pour le voir parce que c'est tellement infime que nous n'avons pas l'impression qu'ils apprennent. Mais oui, ils continuent d'apprendre. Et Marie-Laure serait beaucoup mieux placée que moi pour en parler donc, de cette plasticité. Et avec sa main gauche, après avoir piqué les carottes sur le clou, continue donc à éplucher les carottes. Ils peuvent encore vivre comme nous. C'est pour ça qu'il faut vraiment changer sa manière de voir, je dirais même de
de paradigme, c'est vraiment le cas, pour que nous puissions les accepter davantage autour de nous et les considérer, parce que ce dont ils ont besoin, et c'est aussi les clés de cette méthode, c'est de réassurance, d'attention, de valorisation, voilà, de resocialisation. C'est ce dont ils ont besoin. C'est ce qui déclenche le plus souvent d'ailleurs les comportements plutôt agressifs ou bien tout simplement voilà, ce repli sur soi aussi également par rapport au regard des autres. Donc les enfants montrent beaucoup d'intuition, ils sont beaucoup moins embarrassés que les adultes. Ils se montrent vraiment beaucoup plus naturels avec eux que nous, et puis ils sont pleins d'imagination et spontanés. Donc, les activités comme les jeux de société, par exemple, sont des activités que l'on peut mettre en place avec son parent, quelle que soit la sévérité du la maladie. Voilà, du handicap, quelle que soit sa sévérité. Parce que si on applique les principes, montrer moins, montrer plus et parler moins, eh bien, un jeu de cartes va être facile pour le parent, le grand-parent. C'est une activité qui sera facile à mettre en place et qu'il va comprendre. Voilà, on met les rouges d'un côté, les noirs d'un autre, on fait un jeu de bataille, on fait un jeu de ce qu'on appelle un truc de verre, bourrique ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, c'est vrai que, comme vous disiez, Madame Bernard, on n'a pas suffisamment de temps pour tout développer, mais l'idée est vraiment de se rendre compte qu'il y a, pour répondre à la question, il y a de quoi partager de nombreux moments agréables ensemble. Et honnêtement, je voyais plus la méthode Montessori, plus pour les enfants, et jusqu'à maintenant, et pas forcément applicable aux personnes âgées. Mais je me rends compte que là, il y a matière, en fait. Hein, il y a matière par rapport à la méthode Montessori. Et justement, quelle est la relation entre cette méthode Montessori et la maladie d'Alzheimer? Alors, c'est dans la perception des choses. C'est dans la perception que la pédagogie montre qu'elle montre une approche différente, vraiment une approche différente de la personne dans sa globalité. Donc, la manière dont la personne doit être accompagnée. C'est vraiment, je veux dire, ce qu'il faut retenir de cette méthode. Alors, soit dit en passant, ce n'est pas une méthode clé en main, qui a une marche à suivre et que forcément ça marche à tous les coups. Il faut quand même faire attention à ça. Il n'existe pas vraiment de recette toute faite. Donc, ce ne sont pas non plus de faux espoirs, mais ça donne quand même, ça ouvre le champ des possibles lorsqu'on applique cette méthode. Et je vais vous dire encore autre chose qui me paraît important, et c'est comme un engagement en fait par rapport à cette méthode. Je dis que c'est comme un engagement, c'est un engagement. Parce qu'on décide d'appliquer cette méthode, on vous demande de vous engager à travailler avec les gens comme on voudrait être soi-même traité. C'est important. Donc, avec respect, dignité, égalité, et je vais rajouter confiance. Se comporter avec chaque personne vraiment de la manière dont on aimerait être traité. Se rappeler que lorsque nous venons voir une personne âgée, ou lorsque nous sommes en sa compagnie, c'est une personne à part entière qui a des facultés diminuées, mais qui reste une personne avec un handicap avec lequel on peut s'adapter, avec lequel on peut faire du collage avec les petits-enfants, du dessin, chanter ensemble, lire des histoires. On pense que les personnes âgées ne savent plus lire, ne savent plus faire grand-chose,
mais c'est vraiment se tromper, vraiment, voilà. Et puis, elles restent, ce sont des personnes qui restent ouvertes, vraiment, et qui, voilà, qui sont... et puis, il ne faut pas oublier que le jeu aussi permet de se sentir utile. Et à ce titre, je pense que le jeu fait sens parce qu'il chaque joueur a un rôle à jouer. Donc, dans l'échange, justement, et ben voilà, le parent, il a un rôle. Et puis, voilà, cette interaction intergénérationnelle est importante. Ça lui donne de l'importance. Ça lui oui. donne de l'importance. Alors, nous arrivons au terme de notre intervention, mais j'aurais souhaité que vous puissiez nous donner ne serait-ce qu'une activité, proposer une activité pour maintenir le lien. Une, puisqu'on n'aura pas le temps de traiter plusieurs. Et puis, Madame Stralka a voulu réagir à un moment donné, qu'elle puisse aussi alors réagir. Alors, c'est vous. Ce serait plus important la réaction de Madame Stralka Marie-Laure maintenant ou encore l'activité? Ben vas-y, alors Marie. Voilà. À mon niveau, je disais simplement, je complétais ce que Francis disait en disant que des câlins, danser, des choses comme cela, même faire des puzzles, ou même faire du photocollage aussi, vous voyez, avec des albums, des photos de l'ancien temps, du temps actuel. Voilà, mettre des photos avec des petits, coller des petits magnets, des petits, bon, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous savez, des petits émoticônes de couleurs, oui. etc. Donc, faire du photocollage, il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait faire. Et d'ailleurs, même vous, adultes, vous pouvez le faire, ça peut se faire en famille. C'est ce que je voulais ajouter. Voilà, donc en complément, puisqu'on est vraiment là-dedans, hein, sur les activités qui permettent de maintenir le lien, on le rappelle dans le cadre de la maladie d'Alzheimer et des enfants. Alors, une activité. Alors, je vais plutôt, si tu permets, Jessie, te proposer un site sur lequel, que je trouve excellent, en tout cas que je trouve très bien, qui s'appelle ALZ Junior. Donc, il suffit d'aller taper sur un moteur de recherche. Voilà. Et c'est pour des enfants entre 6 et 12 ans pour parler de la maladie. Et ce site propose une bande dessinée, voilà, où justement, c'est un papy qui est venu habiter chez ses enfants, et donc les petits-enfants sont là. Et chaque fois qu'il y a un épisode qui sort, c'est un aspect de la maladie qui est traité. Voilà. Donc, on va dire que c'est, alors ça ne vient pas de moi, je lis la phrase, le savoir scientifique est mis à la portée des enfants. Et c'est vraiment le cas. Ils peuvent explorer le cerveau, la connexion entre les neurones, etc. Je trouve que c'est bien. Il y a de nombreux ouvrages aussi de jeunesse qui mettent en scène des personnages souffrant de la maladie d'Alzheimer, adaptent ou pas. Il y a des jeux. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de ressources qui existent. Et on en parlera certainement une autre fois, voilà. Donc, le thème, on le rappelle pour aujourd'hui, comment parler de la maladie d'Alzheimer aux enfants. Est-ce que vous auriez souhaité que l'on se quitte avec des contacts pour ceux qui vous ont entendu et qui souhaiteraient entrer en contact avec l'une de vous, que l'on puisse, pour aller plus loin, avoir plus de précision sur ce qui a été dit, que l'on puisse vous contacter? Alors, l'association On parle pour grand monde, au PGM, le numéro de téléphone, le 0690, c'est un mobile, c'est un portable, 99 03 80, sinon par mail aussi, contact @opgm971.com. Et nous nous déplaçons à domicile puisque notre activité d'animateur en gérontologie voilà, se passe directement à domicile pour les personnes et les aidants, voilà, le couple, aidant-aidé. On se déplace à domicile pour leur apporter vraiment notre savoir-faire
Et nous ne sommes pas avares du tout de nos connaissances et de ce que nous pouvons leur apporter. Voilà. Pour Madame Stralka, pareil. Alors, à mon niveau, donc il y aurait un numéro de téléphone. Je conseille principalement un contact par message qui peut donner ensuite suite soit à une prise de rendez-vous téléphonique ou prise de rendez-vous en présentiel pour un accompagnement, hein, si besoin de conseils ou d'une prise en charge. Donc, c'est le 06 90 20 53 09. C'est un numéro professionnel. Privilégiez le contact par message. 20 53 09, un téléphone portable. Alors, 20 53 09, on a dit. 06 90. D'accord. Et voilà, donc nous arrivons vraiment au terme de notre espace. Merci, mesdames, pour ce moment que nous avons eu ensemble. Et j'espère que nous en aurons d'autres ensemble. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà. Et à très, très, très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, surtout, un dernier mot peut-être pour chacune de vous par rapport au thème. Prenez soin les uns des autres. Oui. Et que, voilà, c'est un handicap, c'est vrai, qui, des fois, peut bousculer un petit peu, mais il y a vraiment moyen de vivre sereinement et positivement avec ce handicap et de vivre bien. Merci encore et à très bientôt pour, j'espère, un autre thème. Au revoir. Au revoir. Radio Vie Meilleure vous propose une émission Info Pro.